à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Et on va le faire avec notre invité du jour. C'est Pascal Perrineau. Bonjour, bienvenue pour cette première. Vous êtes politologue, professeur émérite à Sciences Po et vous allez nous aider à y voir clair dans cette rentrée politique chargée et bien compliquée. Durant ces 2 heures, nous recueillerons aussi les réactions de plusieurs sénateurs en direct de la salle des conférences. Ici même, au Sénat, ils seront au micro de notre journaliste Tam Tranui qui nous attend. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club, c'est nouveau. 3 intervenants qui ont des choses à nous dire, à vous dire. Quentin Calmet pour l'actu politique. Bonjour Quentin, vous nous parlez aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est l'une des affaires politico-médiatiques du moment. Dans le club également, Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Marie. Bonjour, je ne vais pas vous parler du Brexit, Rebecca, mais de notre mode de vie européen. Vous aurez 1000 fois l'occasion de nous parler du Brexit une autre fois. Et puis Marie-Pierre Bourgeois qu'on accueille dans ce club pour les livres politiques. Bienvenue à vous Marie-Pierre. Bonjour Rebecca, aujourd'hui on va parler du Baron Noir, du vrai, pas celui de la série. Ça donne envie. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur les grands sujets qui vont occuper l'exécutif et les parlementaires dans les semaines à venir. Et le premier d'entre eux, c'est la grogne sociale. Après la RATP, les professions libérales affichent leur mécontentement contre la réforme des retraites. Le texte n'est pourtant pas bouclé, nous dit l'exécutif. Alors pourquoi est-ce que ça grogne déjà? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. C'est le nouvel hashtag de l'émission, notez-le bien. Allez, on commence avec la rentrée politique du Rassemblement national hier à Fréjus. La stratégie du parti est très claire, cap sur les municipales et ouverture à d'autres thèmes que l'immigration. On va analyser cela avec vous dans un instant, Pascal Perrineau. D'abord, le reportage de Marie Brémaud avec Héloïse Grégoire et Louis Duménil. Pendant que certains prolongent les vacances et profitent de l'été indien, d'autres font donc leur rentrée. Autour de Marine Le Pen, c'est à huis clos que les élus et les cadres du Rassemblement national définissent la stratégie pour les mois à venir. Vous faites des groupes de 6 pour ce soir pour les bungalows. Juste à côté, les jeunes de Génération Nation se retrouvent autour de celui que le parti érige en modèle. L'eurodéputé Jordan Bardella est ici incontestablement la star. Je suis un peu un fan de Jordan Bardella, je l'ai suivi dès le départ, c'est lui qui est à la base de mon engagement. Cette rentrée sur le papier s'annonce pleine de promesses au vu du bon score enregistré par le RN aux élections européennes. Chaque scrutin doit permettre à notre famille politique d'accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet. Et le sommet, vous le savez, c'est l'Élysée. Mais d'abord, cap sur les municipales de mars 2020. Et cela n'a rien d'anodin si le rendez-vous de la rentrée se passe à Fréjus, municipalité remportée par David Racheline en 2014. Le maire RN espère susciter des vocations, car dans ce scrutin local, la difficulté, c'est aussi de trouver des candidats. En tout cas, on essaye de faire en sorte que nos jeunes s'impliquent au maximum, car nous croyons déterminant qu'ils puissent s'investir dans les campagnes municipales. J'ai eu l'occasion de démontrer qu'on pouvait être maire jeune. J'espère que dans cette salle, il y a de futurs maires. C'est important pour notre mouvement, oui, bien sûr, et pour les territoires, parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire dans nos territoires, en effet. Personne ne veut afficher d'objectifs chiffrés pour les municipales qui restent un scrutin compliqué pour le RN. Mais tout le monde ici espère mieux faire que les 14 mairies conquises il y a 6 ans. Et allons plus loin avec Pascal Perrineau, notre invité du jour. Bienvenue, on vient de voir cette stratégie de Marine Le Pen pour les élections municipales. On voit qu'elle continue de surfer sur le mouvement des Gilets jaunes. Elle a raison finalement, elle est le relais politique de ce mouvement. Surtout, elle a depuis maintenant plusieurs mois le statut de première opposante. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 2018, c'était Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui étaient considérés par une majorité de Français comme étant l'opposition crédible. Ça n'est plus le cas. La victoire aux européennes a propulsé à nouveau le Rassemblement national au premier rang. Et maintenant, Marine Le Pen bénéficie de ce statut de première opposante. Et puis, elle est en train de mettre en place une stratégie remontante du local au national. Elle l'a bien dit. Il va falloir en effet que le Rassemblement national, et ça ne sera pas forcément chose aisée, remporte toute une série de communes et de communes significatives. Certains parlent de Lens, de Calais, de Liévin, des villes
voilà, qui ne sont pas... Plutôt moyennes. Voilà, des villes plutôt moyennes. Parce que quand vous regardez les scores électoraux, en particulier aux européennes, vous apercevez en effet que plus vous descendez vers les communes de 3500 habitants, c'est-à-dire des petites communes, plus le Front National est présent, plus on est dans l'univers des grandes métropoles, moins le Rassemblement National est présent. Donc il faudra qu'il remporte des dizaines et des dizaines, pour qu'il soit visible politiquement, de communes aux alentours de 9000, 10 000 habitants. Ce qui a frappé notre reporter qui est ici présente, je vais parler pour vous, Marie Brémaud, c'est aussi que le RN semble s'ouvrir à d'autres thèmes que l'immigration, et ça c'est un peu nouveau, et notamment à l'écologie. Alors on sait que c'est tendance pour les partis politiques aujourd'hui de parler d'écologie, c'est très nouveau pour le RN. Oh, il l'a déjà fait dans le passé. Dans le passé, on a eu à plusieurs reprises, comme pour d'autres forces politiques, comme ça, un prurit écologiste qui les saisit. Il faut dire qu'il y a eu la très bonne performance de la liste écologiste aux européennes, et que maintenant, une formation politique qui prétend à un destin national doit absolument aborder ce dossier, parce que aussi dans l'opinion, c'est devenu un des premiers dossiers, et l'on sait que les communes, le pouvoir communal a une certaine marge de manœuvre sur cet enjeu écologiste, et elle ne se trompe pas d'enjeu. L'enjeu est bien un enjeu municipal, et parfois, surtout dans ces petites ou moyennes communes, l'enjeu de l'immigration, par exemple, n'est pas un enjeu important. Avec ce concept mis en avant, Pascal Perrineau, du localisme, qui permet une double lecture. Oui, ce concept du localisme, il y a aussi un autre concept qui est apparu dans le jargon, qui est le concept d'inondation, c'est-à-dire à partir de pôles forts, s'efforcer d'inonder de la manne du Rassemblement national les communes qui sont dans la périphérie. Et le modèle retenu, c'est Hénin-Beaumont. En effet, on a vu à partir d'Hénin-Beaumont des cantons autour d'Hénin-Beaumont gagner aux dernières départementales, et puis ensuite des circonscriptions. Pascal Perrineau, vous restez avec nous, on va continuer de parler politique. On accueille à présent le club d'Allons plus loin. Et dans le club aujourd'hui, je vous le disais, nos trois journalistes, Quentin Calmet, Marie Brémaud, Marie-Pierre Bourgeois, bienvenue à tous les trois. Quentin, on va commencer avec vous. Vous nous parlez de Jean-Luc Mélenchon, puisque lui aussi, il fait l'actu cette semaine. Oui, tout à fait. Son procès commence ce jeudi. Son procès à lui et à 5 de ses proches. Ils comparaissent pour acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, pour contrecarrer cette actualité défavorable, il lance ces jours-ci la grande contre-offensive médiatique avant son procès. L'acte 1, c'était jeudi dernier. Il avait réuni alors les journalistes à son retour d'Amérique latine afin de se lancer dans cette grande tirade, 40 minutes de discours alors. Et déjà, il dénonçait, je cite, une procédure exceptionnelle. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'était donc jeudi dernier. Nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Il s'agit d'essayer de nous détruire. Nous, par le dénigrement permanent et des condamnations, que je mets au défi qu'on prononce contre moi, voilà, c'est de la politique de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. C'est un procès politique. Et donc, nous allons y répondre politiquement. Deuxième étape de cette contre-offensive médiatique. Ce week-end, dans le JDD, la une était même consacrée au leader de la France Insoumise. Et vous allez le voir, il dénonce une dérive autoritaire en France. Il parle de son procès comme d'une bataille politique. Il y avait même l'expression non pas de justice, mais de guerre politique. Ouais, les termes sont forts à chaque fois. Les termes sont très forts. Ils sont répétés tout au long de l'interview. Il ajoute que ce procès qui se tient jeudi et vendredi, c'est une mise en scène qui précède un meurtre politique. Les mots là sont vraiment extrêmement fort, et beaucoup d'attaques envers l'institution judiciaire, mais aussi envers la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Il lui reproche l'absence d'enquête sur la violation du secret de l'instruction, la ministre ayant peur selon lui de ce qui pourrait se passer quand elle quittera son ministère. Et elle a répondu. Voilà, exactement, elle s'est sentie obligée de répondre. C'était hier soir auprès de nos confrères d'RTL. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont absurdes. Ils sont même indignes, non pas me concernant, puisque ce n'est pas une difficulté, je vous répondrai dans quelques instants, mais en ce qu'ils attaquent les magistrats et en ce qu'ils mettent en cause et leur probité et leur indépendance. Les propos de meurtre politique sont inacceptables. La justice n'est pas instrumentalisée à des fins politiques.
Voilà pour la réponse de la garde des Sceaux, mais la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon, elle continue encore aujourd'hui. Tout à fait, c'était cet après-midi sur les comptes Facebook et Twitter de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, sur de courtes vidéos, il note l'incroyable débauche de moyens en force de police pour mener la perquisition. Il rappelle le lien entre magistrats du parquet et la garde des Sceaux, avec un paradoxe. La ministre serait à la fois trop laxiste avec les magistrats, elle n'ouvre pas ses enquêtes pour les fuites dans la presse, et en même temps, elle est à la manœuvre pour instrumentaliser le parquet. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette stratégie, Quentin ? Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, les procédures judiciaires, elles se multiplient dans la classe politique. Sylvie Goulard, Patrick Balkany, Jean-Marie Le Pen ou encore Richard Ferrand, ils font la une de l'actualité pour cette actualité judiciaire. De quoi douter d'un quelconque acharnement sur telle ou telle formation politique, mais plutôt d'y voir une manœuvre de diversion. Et c'est aussi ce que note un éditorialiste de La Voix du Nord. Je voulais terminer en vous lisant ce qu'il dit ce matin dans La Voix du Nord. C'est Jean-Michel Bretonnier. Il dit « Jean-Luc Mélenchon cherche à travers cet abord outrageusement politique du procès à sortir par le haut d'une séquence qui lui aura valu une lourde chute d'image. C'est d'abord son mouvement qu'il doit tenter de reconquérir parce que ses propres camarades ont bien mesuré le coût électoral de ces scènes de fureur où le leader s'était noyé dans son ego. » Pascal Perrineau, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui lance une vraie offensive médiatique depuis plusieurs jours ? C'est à double tranchant, finalement, ça pourrait être... Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a déjà quelques mois, il avait adopté la même stratégie qui est au fond une stratégie de victimisation et ça ne lui avait apporté strictement rien. Tout au contraire. Il avait connu, on en parlait tout à l'heure, une chute dans les sondages d'opinion redoutable. Lui qui s'était imposé comme l'opposant en chef est devenu un second rôle, sinon un troisième rôle de la vie politique. Il est frappant qu'aux dernières élections européennes, la liste de la France Insoumise a fait un score mais tout à fait médiocre. Un peu plus de 6% des suffrages exprimés. On dit souvent qu'on n'est jamais mort en politique, finalement. Est-ce que ce ne serait pas le contre-exemple, Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr, on n'est jamais mort, mais on peut aussi avoir une vocation suicidaire. Vous savez, à force de répéter les mêmes stratégies qui sont des stratégies perdantes, on peut s'enfoncer soi-même et enfoncer son propre parti. Surtout que cette stratégie de victimisation, disant au fond je suis victime d'un procès politique, elle rencontre très vite en termes d'opinion une limite. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand qui est dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, sont dans l'orbite de la justice. Donc on ne voit pas très bien pourquoi cette justice serait politique pour Mélenchon et pas politique pour les autres, vous voyez. Et vous allez commenter une actualité européenne puisque le club continue avec Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Et alors Marie, aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du Brexit. Eh bien non. Mais pourquoi ? Mais que se passe-t-il ? Certes, il y a eu un déjeuner entre le chef du gouvernement britannique Boris Johnson et le président actuel de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, mais il n'en est pas sorti grand-chose. En gros, ils en ont conclu qu'il fallait approfondir, intensifier les discussions. Voilà, donc le Brexit s'est évacué. Une autre fois. Je vais plutôt vous parler de ce qui suscite la polémique et le débat depuis plusieurs jours. Un commissaire chargé des migrations et de la protection du mode de vie européen. La semaine dernière, on découvrait les visages et les portefeuilles de la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Et c'est donc le portefeuille du commissaire grec Margaritis Chinas qui a suscité un tollé parce que c'est un commissaire conservateur en charge de la protection de notre mode de vie européen. Tollé à gauche qui dénonce un lien entre migration et notre mode de vie européen, alors qu'évidemment, à droite de la droite, eh bien, on s'en réjouit. Écoutez donc l'eurodéputé du Rassemblement national, Philippe Ollivier, que nous avons interviewé ce week-end. L'Union européenne reconnaît que l'immigration est un problème majeur et une victoire idéologique parce qu'il reconnaît que la Commission reconnaît que finalement l'immigration pèse sur le mode de vie des Européens. Donc c'est une belle victoire. Nous allons essayer de la conserver. Et du côté de la Commission, est-ce qu'on a réagi, Marie, à cette polémique ? Ces réactions, ces polémiques ont obligé la présidente de la future Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, à sortir de son silence avec une tribune publiée dans plusieurs quotidiens européens. Mais vous allez le voir, elle n'a finalement pas vraiment éclairci le débat. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle rappelle l'article 2 du traité de Lisbonne, dans lequel on rappelle que l'Union européenne est fondée sur la liberté, le respect de la dignité humaine, la démocratie, la tolérance, la justice, la solidarité
L'égalité, vue comme ça, c'est pas mal notre mode de vie européen, Pascal Perrineau. Tout à fait. Si c'est cela le mode de vie européen, on ne peut que s'en réjouir et on comprend l'attraction du continent Europe vis-à-vis des migrants. Ce qui fait débat, c'est pas tellement au fond la notion de mode de vie. Pourquoi pas que l'Union européenne ait comme responsabilité de défendre un certain mode de vie fait de ce patrimoine de valeurs que vous venez de mentionner. L'Europe n'a vraiment pas à en rougir. C'est plutôt l'association des deux, le dossier migratoire et le dossier mode de vie, parce qu'on voit très bien en écoutant tout à l'heure Monsieur Olivier du Rassemblement national, en effet le Rassemblement national saute dessus en interprétant, ce qui est sa propre interprétation, l'immigration comme étant une menace sur le mode de vie. L'intitulé ne veut pas dire cela, mais ça crée une ambiguïté. Et justement, l'ambiguïté n'a pas été levée par Ursula von der Leyen dans cette tribune, puisque notamment Margaritis, je vais y arriver, Chinas, dans sa feuille de mission, n'est pas en charge de l'état de droit et des droits de l'homme. Du coup, plusieurs eurodéputés ont déjà dit qu'il faudrait sans doute changer l'intitulé, tout du moins. C'est le cas de l'eurodéputé La République En Marche, Stéphane Séjourné, qu'on écoute. S'il y a un débat, il faut pouvoir changer le titre, puisque le fond et la lettre du commissaire sont plutôt justement en raccord avec ce que nous on a voté. C'est vous qui le demandez ou votre groupe demandera qu'on change le titre? Le groupe demandera s'il y a une ambiguïté qui reste en plénière, et puis on verra bien si on arrive pendant les auditions à comprendre ce qu'il y a peut-être derrière ce titre, puisque les parlementaires européens, comme vous le savez, seront amenés à auditionner chaque commissaire européen dans les prochaines semaines. Conclusion, Rebecca, on aura l'occasion d'en reparler, d'avoir plus de précisions, on l'espère, la première semaine d'octobre, puisque les commissaires européens seront auditionnés par les parlementaires. C'est une polémique qui montre l'importance des mots, aussi des intitulés, mais est-ce qu'on ne joue pas un peu sur les mots quand même? Ça voudra dire la même chose même si on change l'intitulé. Oui, et il reste que derrière, il y a une question essentielle, qui est la question en effet de qu'est-ce qui fait le lien européen aujourd'hui, quelles sont les valeurs que nous avons envie de défendre, de projeter, même éventuellement, au-delà des frontières de l'Union européenne. On sait très bien que le fameux nationalisme et populisme qui monte dans tous les pays, il se nourrit aussi d'interrogations des populations sur ce qu'on appelle le populisme patrimonial, l'immatériel. Le patrimoine, c'est pas simplement de défendre un patrimoine matériel, c'est de défendre aussi des valeurs. Et que l'Union européenne se pose cette question, personnellement, ne me choque pas en tant que citoyen européen. On a même du mal à parler d'une identité européenne. Oui, bien sûr. Alors là, on n'a pas utilisé le terme identité parce qu'on sait que très connoté, ça fâche. Mais vous voyez qu'on utilise un autre mot et le débat rebondit. Marie-Pierre Bourgeois, on va poursuivre avec vous le club et vous allez avoir l'occasion de rebondir, Pascal Perrineau. Alors vous, Marie-Pierre, vous lisez tous les livres politiques. Pour nous. J'essaye en tout cas. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez eu envie de zoomer sur celui que vous avez rebaptisé le génie noir. Alors, vous l'avez peut-être déjà deviné chez vous, Le Baron Noir, c'est Julien Drey. Un livre raconte son histoire et son titre est plutôt parlant. C'est toujours moi qui fais le sale boulot. Ce sont deux journalistes, Marie Bordet et Laurent Tello, qui nous prennent par la main pour nous emmener dans la vie de Julien Drey et de toutes les combines de la gauche. Alors attention, suivez bien, le CV est plutôt chargé. Julien Drey, il a permis à Mitterrand d'être réélu, il a aidé Hollande à rentrer à l'Élysée, il a également donné un coup de pouce à Emmanuel Macron pour devenir président. Alors, on va commencer par le plus récent, Emmanuel Macron, Marie-Pierre. Alors, Julien Drey fait partie des premiers à lui présenter le Tout Paris, le vieux briscard, lui explique ce qu'il faut savoir en politique. Alors, je vais vous faire une petite citation. Merde, ce n'est pas sérieux de découvrir... Oui, je vous réveille. Merde, ce n'est pas sérieux de découvrir les questions des parlementaires dans la voiture quand on va au Sénat. Exprime-toi sans note, lui explique, par exemple, Juju, son surnom OPS. Alors ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. On l'écoute. Quand Emmanuel Macron mène une politique qui est contraire à ce que je considère, moi, être l'intérêt général, je pense notamment sur le plan fiscal, eh ben je le dis et je le combats. Alors attention quand même, Julien Drey, ça reste bien sûr la politique à l'ancienne. Laurence Rossignol, qu'on connaît bien dans la maison parce qu'elle est sénatrice de l'Oise, dit de lui, Drey a mis une génération entière derrière Mitterrand. Oui, sauf que ça ne nous rajeunit pas, ça, Marie-Pierre. Pas trop. François Mitterrand va avoir un vrai coup de foudre pour le jeune Drey qui va se payer le luxe de venir sans cravate pour son premier rendez-vous à l'Élysée. On est plutôt loin des énarques socialistes en costume gris. Il détonne. Il détonne, vous avez tout dit. Le jeune loup a fondé quelques mois plus tôt avec Harlem Désir SOS Racisme, un outil plutôt pratique pour mobiliser la jeunesse.
Objectif réussi, Mitterrand sera réélu en 1988. Sauf que Mitterrand, ce n'est que le tout premier président dans la vie de Julien Dray. Alors l'Élysée va demander à Hollande, qui est tout jeune, de garder un œil sur Julien Dray. Il n'aurait pas fallu qu'il soit le Benalla de Mitterrand. Hollande va devenir un bon copain, même si Juju lui a parfois joué de mauvais tours. Juju, c'est vous qui le dites. Moi, je le dis pas. C'est moi qui le dis, tout à fait, c'est son surnom. Alors si on avance un peu dans le temps, on est en 2012. Julien Dray va avoir 57 ans. Il a envie de faire une grosse fête avec tous ses copains. Et c'est surtout l'occasion pour lui de montrer qu'il est sorti d'une mauvaise passe après une très sombre affaire de montre. Direction donc pour cette grosse soirée, un bar de Châtelet à Paris. Mais pas n'importe quel bar. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette fête va avoir lieu dans un ancien sex shop. Et oui, ça ne s'invente pas. Le moment est plutôt mal choisi. On est donc pendant l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012, un an après l'affaire du Sofitel. Et Julien Dray se paye le culot d'inviter DSK, ce qui fait entre nous un petit peu désordre. Pour la droite, c'est évidemment une belle occasion politique de se payer François Hollande, excusez-moi. On écoute Nicolas Sarkozy. Je suis très fier que mon directeur de campagne, mon porte-parole de campagne, ne vont pas dîner dans des restaurants rue Saint-Denis avec quelqu'un qui est mis en examen pour proxénétisme aggravé. Oui. Voilà, ça c'est dit. Alors bonne pioche, François Hollande, c'est un vrai copain de Julien Dray. Quand les relations étaient un peu difficiles avec Ségolène Royal, il avait même l'habitude de débarquer le soir avec un sac plastique et sa brosse à dents chez Julien Dray. Sauf que bizarrement, Marie-Pierre, cette proximité lui a jamais vraiment permis d'être ministre. Alors c'est vrai, mais il a quand même une bonne étoile au-dessus de sa tête, Julien Dray. Pour ses 60 ans, devinez qui est autour de la table. On a d'un côté François Hollande, qui est encore président de la République, Emmanuel Macron, un président en devenir. Donc Dray, manifestement, c'est plutôt bien s'entourer, ce qui me fait dire que c'est un vrai personnage de roman, cet homme-là. D'ailleurs, les deux auteurs de la biographie concluent en disant « Le jour où il n'y aura plus de personnages politiques comme Dray, les bonnes mœurs auront peut-être gagné, mais la réalité sera ennuyeuse à mourir. » Qu'est-ce que ça vous inspire, Pascal Perrineau, cette opposition entre transparence à la suédoise et puis vie politique à rebondissement, assez passionnante? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça montre les limites et l'angélisme de cette notion de transparence absolue. Le pouvoir politique ne peut pas être transparent. Tous les hommes et les femmes qui réfléchissent depuis la nuit des temps sur le pouvoir politique savent très bien que le pouvoir politique a besoin de secrets. Sauf que le citoyen a de plus en plus de mal à l'accepter. Bien sûr, mais vous savez, on ne peut pas avoir un pouvoir politique complètement transparent. Il y a besoin d'hommes et de femmes de l'ombre. Même ceux qui mettent en avant cette notion de transparence ont besoin d'hommes et de femmes de l'ombre. Cependant, il ne faut pas prêter à ces hommes et ces femmes de l'ombre un pouvoir qu'ils n'ont pas. Alors je sais qu'on prête aux riches, qu'on ne prête qu'aux riches, mais enfin, là, en écoutant, on a l'impression en effet que Mitterrand, c'est Julien Dray, Hollande, c'est Julien Dray, Macron, c'est Julien Dray. Je crois que jusque-là, j'ai dit que Julien Dray va donner un sérieux coup de main à ces trois présidents de la République. Je crois que c'est tout à fait excessif, mais que l'homme a, par ses réseaux, par l'habileté qu'il a, par aussi le talent de négociateur qu'il peut avoir, joué un rôle et rendu des services. Et on comprend qu'on ne l'ait jamais mis ministre, parce qu'au fond, c'était un homme qui était beaucoup plus... mais bien sûr, beaucoup plus utile en coulisses. Pour autant, est-ce qu'on n'a pas quand même un peu changé d'époque? Est-ce que les profils à la Julien Dray, aujourd'hui, ça existe encore, un peu, ces hommes et femmes? Oui, est-ce que c'est pas un peu ancien monde, Julien Dray? Peut-être, ça fait un peu ancien monde, mais je suis sûr que le nouveau monde est en train aujourd'hui d'inventer l'équivalent de Julien Dray. Ils seront peut-être habillés autrement, ils seront moins enveloppés que Julien Dray, ils n'auront pas la tête de traître de film de KPDP que peut avoir Julien Dray. Ou des têtes à la Benalla? On a eu une affaire? Bien sûr, mais ils existent déjà. Vous savez, le nouveau monde est pétri de mœurs, d'habitudes et d'usages de l'ancien monde. Pour vous, Benalla, c'est finalement l'affaire typique qui montre qu'il y a énormément d'opacité dans ce monde politique, oui, avec des gens qui agissent c'est aussi stupide, cette distinction de l'ancien et du nouveau monde, que, souvenez-vous, en 1981, Jacques Lang qui disait que après l'ombre était venue la lumière. Allez, on continue. Pascal Perrineau, vous restez avec nous. La suite d'ALPL, c'est Ça se passe chez vous. Et vous le savez peut-être, c'est une année d'élections. Les municipales se tiennent au printemps prochain. On parle beaucoup du blues des maires, un malaise qui ne vient pas de nulle part. Ils sont souvent très pris à partie, insultés et même agressés. Jonathan Dupriez et Quentin Calmet, vous donc Quentin, vous avez rencontré dans le Puy-de-Dôme un maire qui a été agressé au couteau. C'était début août. Je vous laisse découvrir ce reportage et on en parle juste après.
Nous sommes à Saint-Mion, un village de près de 500 habitants, à une demi-heure de route de Clermont-Ferrand. C'est ici que le 9 août dernier, le maire a été agressé par l'un des habitants du village. Et depuis, l'émotion est intacte ici. Mais cette émotion, elle a dépassé les frontières du département pour nourrir un débat national sur la relation compliquée entre certains citoyens et leur maire. De son côté, l'élu, depuis un mois, se dit toujours traumatisé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. 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 C'est au cours d'une banale visite auprès d'un de ses administrés que le maire a échappé à un coup de couteau d'un jeune habitant de son village. Le garçon auteur de l'agression s'est précipité sur moi avec un couteau. Ce couteau était un couteau, alors j'ai dit de boucher souvent, mais peut-être de cuisine, avec une lame longue comme ça, avec le bras en l'air et en criant « Je vais vous tuer, je vais vous tuer, je vais vous tuer ». Vous avez votre son qui tourne là. Vous voyez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Tout se déroule dans un quart de seconde, millième de seconde. Vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Comment est-ce que vous direz que vous vous sentez un mois après cette agression ? Je suis atterré. Je suis atterré parce que je crois que j'ai toujours essayé de faire du bien dans cette commune, avec mes équipes, hein, pas moi tout seul. Simplement, depuis des décennies, nos gouvernements n'ont rien fait pour dire que les maires étaient le trait d'union de la République. Selon le maire, c'est la fonction qui n'est plus respectée. Aujourd'hui, l'élu n'entend pas en rester là. Il a déposé plainte auprès des gendarmes. Il est important de déposer plainte pour marquer le fait qu'un maire d'une commune rurale a été agressé sauvagement. Et ça, il ne faut pas le laisser passer. Dans cette démarche, le maire est accompagné depuis le premier jour par l'association des maires de son département, un accompagnement indispensable. Qu'est-ce que ça change pour le maire que vous soyez avec lui dans ce dossier, notamment sur l'aspect juridique ? Je pense que c'est un appui très très important, parce que le maire est seul. Pour l'instant, il n'y a pas de protection fonctionnelle. L'État n'accompagne pas les maires. Aucune autre association ne peut accompagner les maires. Et je crois que c'est le seul recours pour nos collègues. Ça revient à combien pour l'association d'engager ces frais ? Parce qu'on sait que c'est des frais qui sont importants pour un maire. Ce sont des frais importants. On en est sur le mandat à... Alors là, vous voyez, j'ai toute la liste des actions qui ont été entreprises par les maires. De tête, c'est 36 000 euros au cours de ce mandat. Depuis 2014. Voilà. Et nous avons récupéré, entre guillemets, parce que la plupart du temps nous ne pouvons pas récupérer, les agresseurs étant insolvables, 3 000 et quelques euros. Vous voyez la proportion. Hein. Au total, depuis 2014, ce sont ainsi une vingtaine de cas qui sont remontés d'élus agressés dans le Puy-de-Dôme. Que de nombreux maires ne vont pas repartir. Je crois que c'est dommage. C'est dommage pour notre population, c'est dommage aussi pour notre démocratie quelque part. Parce que la commune, et je le rappelle à chaque assemblée générale, c'est la cellule de base de notre démocratie. Élus menacés, voire frappés, les agressions de maires ont fait la une de la presse tout l'été. En 2018, ce sont au total 361 maires ou maires adjoints qui ont été victimes d'agressions. Un phénomène que le gouvernement entend enrayer avec le projet de loi Engagement et Proximité présenté par Sébastien Lecornu en octobre au Sénat. Merci Quentin pour ce beau reportage. Pascal Perrineau, je vous ai vu réagir pendant ce reportage. On voit un maire touché, frappé. Parce qu'il y a quelque chose de très inquiétant pour l'avenir de la démocratie. Vous savez, la démocratie française, pour une majorité de citoyens, fonctionne mal aujourd'hui. C'est à peu près 2 Français sur 3 qui vous disent la démocratie fonctionne mal. La seule chose qui fonctionne bien en termes de perception par les citoyens, c'est le pouvoir municipal, le conseil municipal et son maire. C'est la seule figure politique qui bénéficie aujourd'hui d'une popularité qui tourne aux alentours de 60%. Tous les autres sont aux alentours de 30%. Donc il y a là, le tissu vivant de la démocratie et de la République. Et de voir qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes sont l'objet d'agressions, c'est extrêmement inquiétant parce que ça nourrit un phénomène qui existe déjà, c'est-à-dire la lassitude de ces hommes et de ces femmes qui sont au front, tous les jours, pour régler des problèmes qui peuvent paraître sibyllins, mais qui sont tout à fait importants pour la vie quotidienne de ces villages, de ces communes, de ces villes, qu'elles soient petites ou moyennes. Et on le voit, par exemple, on sait
sait aujourd'hui qu'à peu près un maire sur 2 dit qu'il ne se représentera pas. Donc on va avoir certainement dans de multiples communes de grosses difficultés à faire des listes et avoir des hommes et des femmes qui seront candidats à ce poste qui est le poste avancé de la culture républicaine et de la démocratie en France. Quand vous dites que c'est inquiétant, ça veut dire que ça peut déboucher sur quoi? Est-ce que justement le mouvement des Gilets jaunes est l'illustration de cette colère anti-médias, anti-élus, anti-institutions? Le mouvement des Gilets jaunes a exprimé en effet un sentiment anti-élu qui parfois même s'est porté contre les maires, sauf les maires des petites communes et du tissu rural. Et il y avait là, dans cette dénonciation du bouc émissaire du maire, quelque chose de profondément injuste. On est en pleine démagogie. Retour sur les violences conjugales. Pourquoi? Eh bien parce que Marlène Schiappa a fait tout à l'heure un point d'étape sur le Grenelle qui a commencé il y a tout juste 15 jours. Elle s'est notamment félicitée de la notoriété grandissante du numéro d'appel, le 3919. Alors, Laurence Rossignol, bien sûr, vous réagirez dans un instant. On va d'abord vous résumer ce point d'étape avec Aurélien Romano. Au lendemain du 105e féminicide, Johanna assassinée au Havre, en pleine rue, 2 jours, devant ses enfants, Marlène Schiappa tient un point d'étape du Grenelle des violences conjugales. Les mesures du gouvernement vont-elles suffire pour faire face à l'urgence de ce décompte macabre égrené chaque semaine à chaque nouveau meurtre? La ministre de l'Égalité Hommes-Femmes assure que la visibilité apportée le 3 septembre au numéro de téléphone d'aide aux victimes, le 3919, porte déjà ses fruits. On est passé de 8% début 2017 de gens qui connaissaient le 3919 à 11% en juillet 2019 et 59% après le 3 septembre 2019. La société civile doit prendre sa part de la lutte, réclame la ministre. Elle a mis en place des groupes de travail tels que accueil au commissariat, violences économiques, monde du travail ou encore hébergement. Ces groupes vont rendre des conclusions publiques de leurs travaux le 25 octobre prochain. D'ici là, la ministre tenait à insister sur les mesures les plus emblématiques annoncées lors de l'ouverture du Grenelle. Il y a des choses qui changent, par exemple le fait que l'État maintenant va se porter garant via Visal pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent louer un nouvel appartement, le fait qu'il y ait davantage de places d'hébergement, qu'on travaille aussi sur l'autorité parentale. C'est extrêmement fort, c'est la première fois qu'un Premier ministre dit depuis Matignon on ne peut pas être un bon père quand on frappe la mère de ses enfants. Ce n'est pas vrai. Ce point d'étape, à peine 2 semaines après le lancement des travaux, n'était pas destiné à faire de nouvelles annonces, mais à montrer que le gouvernement reste mobilisé sur un sujet qui ne cesse de faire parler. Marlène Schiappa l'assure, ce Grenelle des violences conjugales va déboucher le 25 novembre sur de nouvelles mesures. Allons plus loin donc avec notre invitée du jour, Laurence Rossignol. Bonjour, bienvenue, Bonjour. Sénatrice socialiste de l'Oise et je le disais, ancienne ministre des Familles, à l'enfance et aux droits des femmes. On voit Marlène Schiappa qui se félicite notamment de la notoriété grandissante de ce numéro d'appel, le 3919. Elle a l'air de faire un bilan plus positif. Est-ce que vous partagez ce bilan? Est-ce que vous dites que ça va dans le bon sens? Disons que si j'étais à sa place, et je l'ai été, le jour où on compte le 106e féminicide de l'année et où on observe en 2019 une augmentation très importante du nombre de victimes, et c'est pas simplement qu'on recense mieux les victimes, on les recensait déjà en 2018, en 2017, en 2016. C'est simplement qu'il y a plus de femmes tuées. Je serais sans doute un peu plus modeste pour me réjouir de l'augmentation du taux de popularité du 3919. Le 3919, en plus, c'est une ambiguïté qu'il faut lever. Ce n'est pas un numéro d'urgence, c'est un numéro d'écoute. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si c'est pas le 3919 qui va déclencher l'arrivée des secours. Marlène Schiappa nous dit aussi que le nombre de féminicides a moins augmenté depuis le Grenelle, depuis la mise en place de ce Grenelle. Franchement... moi, je n'irais pas dire, par exemple, que le gouvernement actuel est en aucune façon responsable de l'augmentation des féminicides de cette année. Donc, je pense qu'il faut éviter les statistiques sur 3 semaines. Voilà, c'est ridicule. Voilà, tout statisticien sait qu'on évite de tirer des conclusions sur le fait que les 15 derniers jours, il y en a eu 2, alors que les 15 jours précédents, il y en avait eu 3. Il faut se garder de tout ça. En revanche, on va attendre les mesures. Moi, je suis pleine d'espoir sur les mesures que le gouvernement va prendre. Pas celles qu'il va annoncer. Pour les annonces, on est assez habitués. Il y en a beaucoup. Moi, je n'arrive même pas toutes les enregistrer. Les Vous attendez les faits. J'attends les faits, j'attends les résultats. Je sais que j'ai été voir le secrétaire d'État chargé de la sécurité au mois d'avril à propos des féminicides. J'ai demandé un rendez-vous qu'il m'avait accordé parce que c'est un ministre courtois et à l'écoute. Et je lui avais dit attention, on a un problème. C'était en avril. Je crois que le nombre de féminicides augmente.
Voilà. Et il faut se comprendre pourquoi. Déjà, ma première question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les féminicides? Pourquoi cette augmentation? Est-ce que c'est corrélé par une montée globale de la violence dans la société? J'aimerais le savoir. Est-ce que c'est dû à des situations judiciaires maltraitées? J'entends problème de formation des forces de l'ordre aussi, qui ont du mal à entendre, à écouter. La formation des forces de l'ordre, je vais vous faire un aveu. J'ai moi-même répété pendant quand j'étais ministre qu'on avait formé 300 000, si ma mémoire est bonne, personnes aux violences faites aux femmes. Dans les commissariats, vous voulez dire? Alors, attendez, les commissariats, les hôpitaux, les magistrats, les pompiers, les gendarmes, enfin, toute personne étant susceptible d'être en situation de contact avec une personne victime de violence, on en aurait formé 300 000. J'ose plus le dire. Enfin, je n'ose plus dire ça. Parce il semble qu'il y a encore un problème. Marlène Schiappa va lancer 400 audits dans les commissariats et les gendarmeries pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi une femme lance un appel au secours. Moi, j'ai demandé aux deux ministres, Castaner et Nicole Belloubet, Justice et Intérieur, de lancer une inspection générale conjointe pour comprendre ce qui se passe dans les commissariats, dans les parquets, chez les juges, parce que dans les commissariats et les gendarmeries et chez les juges. Là, instinctivement, vous nous diriez qu'il vient d'où le problème, d'après vous? Alors, il y a plusieurs, c'est toujours pareil, il y a plusieurs je vais essayer de faire court et pas trop instinctivement, mais ce que j'ai observé. Une partie du problème réside dans la justice familiale. C'est-à-dire que la justice familiale, celle qui juge des divorces, des séparations et des gardes d'enfants, est parfois, souvent, un facteur de violence. C'est-à-dire, je renvoie tout le monde à un film qui en dit plus que ce que je pourrais en dire, c'est Jusqu'à la garde. La première scène de ce film, Jusqu'à la garde, une femme est là, tout dans son langage corporel, exprime la peur. Et vous avez une magistrate en face qui applique son code et qui dit, bah voilà, et madame, exprimez-vous. Elle voit pas que cette femme est terrorisée et elle prononce un droit de visite d'hébergement. De psychologie. Oui, et puis, c'est vrai, le Premier ministre a dit un homme violent ne peut pas être un bon père. Alors, c'est peut-être le Premier ministre qui le dit, mais en tous les cas, il y a un magistrat qui s'appelle Édouard Durand, qui l'a écrit il y a des années. Moi, je l'ai répété pendant 3 ans. J'avais la chance d'avoir famille, enfance et femmes. C'est-à-dire que je faisais la synthèse sur la racine des violences conjugales qui sont dans les violences intrafamiliales. Quand vous, malgré la peur de la mère, on écoute. En fait, le problème de la justice, c'est qu'elle ne croit pas les femmes. La parole des femmes est systématiquement soupçonnée d'être motivée par autre chose que l'intérêt de l'enfant ou la sécurité des femmes. De toute façon, on ne croit pas les femmes de manière générale. Les femmes sont des menteuses, tout le monde le sait. Non mais ça fait partie des lieux communs. Il y a quand même beaucoup de femmes qui sont magistrates, beaucoup de magistrates femmes. Et donc, oui, mais s'il suffisait que les femmes soient en situation d'autorité pour transformer la société, et si les femmes étaient toutes mobilisées à comprendre et à démonter la domination masculine, il y a belle lurette que la domination masculine aurait rendu l'âme. Il faut bien qu'il y ait la complicité, l'inaction ou l'inconscience des femmes, d'une partie des femmes, pour que le système se perpétue. Je vous laisse quelques secondes, on va enchaîner sur la suite. Et donc moi, ce que j'attends, je vois qu'on parle d'autorité parentale, c'est pas tant le problème de l'autorité parentale que le problème de la crédibilité de la parole des femmes dans la justice, la crédibilité de la parole des femmes dans les commissariats. Quand une femme arrive et dit qu'elle est victime de violence, on se demande pourquoi elle vient raconter ça, qu'est-ce qu'elle cache. Moi, j'ai lutté contre quelque chose, un mot, le syndrome d'aliénation parentale. Ça n'existe pas, c'est une invention des pères montés sur les grues pour disqualifier la parole des femmes. Je trouve encore aujourd'hui dans des jugements qu'on m'envoie un magistrat qui va dire la mère a un syndrome d'aliénation parentale, donc elle raconte n'importe quoi pour priver l'enfant de son papa. Le message est passé. Et donc il faudra des sanctions sur les juges et des sanctions sur les magistrats, des sanctions sur les policiers, parce qu'il n'y a qu'une façon de faire avancer une profession, c'est de sanctionner quand il y a des fautes. Sénat en clair, consacré cet après-midi au texte qui sera débattu au Sénat la semaine prochaine sur l'économie circulaire. C'est un projet de loi porté par la secrétaire d'État, Brune Poirson. Plusieurs points font débat, et notamment cette affaire de consigne. Alors avant d'en discuter, je voudrais qu'on regarde le reportage de Cécile Sixou. Notre journaliste s'est intéressée à l'initiative d'un supermarché. L'enseigne incite au recyclage en proposant notamment des bons de réduction. Regardez. Ce geste simple pour la planète, depuis quelques mois, les clients de ce supermarché de Seine-Saint-Denis l'ont adopté. Je viens mettre ma bouteille dans la machine pour qu'elle soit recyclée.
Et ensuite, je choisis si je veux faire un don à une association ou un bon d'achat. Et donc là, j'ai décidé de faire un don pour une association. Voilà. Vous avez combien ? 2 centimes. C'est déjà très bien. Inciter les consommateurs à recycler leurs bouteilles en plastique en échange d'un bon d'achat ou d'un don, c'est l'idée d'une start-up du 93, Lemon Tree, qui a installé près de 300 machines comme celle-là en Île-de-France. Une fois les bouteilles collectées, elles atterrissent à quelques kilomètres de là, dans ce hangar. Donc les bouteilles que nous on réceptionne, elles ont déjà été compactées dans la machine, elles vont être recompressées de nouveau pour faire ce gros cube qui fait entre 250 et 300 kg et qui ensuite va être acheminé vers l'usine de transformation. Transformées en petites billes, elles redeviennent des bouteilles 6 semaines après leur collecte. Pour Augustin Jacquelin, le cofondateur de l'entreprise, il s'agit d'inciter les Français à déposer leurs bouteilles au bon endroit, car actuellement en France, seulement 50% des bouteilles en plastique sont recyclées. Ce qui pêche aujourd'hui, c'est la captation. Comment on fait pour l'envoyer dans le bon tuyau? Donc nous, nos dispositifs, ils servent d'abord à proposer dans des lieux dits hors foyer, donc en dehors de la maison, des endroits où vous pouvez venir déposer vos bouteilles. Notre but, c'est d'élargir l'assiette de ceux qui trient, de collecter davantage par rapport à ce qu'on a aujourd'hui classiquement dans le bac jaune. Pour aller plus loin et atteindre 90% de recyclage de ces bouteilles en 2029, le gouvernement souhaite mettre en place des consignes. Ce que nous on fait aujourd'hui, c'est pas tout à fait de la consigne. Quand je disais, c'est une gratification, donc on va juste donner un petit bonus si vous faites un geste vertueux. Dans le cas de la consigne, au moment de votre acte d'achat, on gardera, comme une consigne d'appartement, un petit montant qu'on vous restituera à la fin. Mais c'est vrai que le geste est sensiblement le même. Les machines de la start-up pourraient à terme jouer le rôle de consigne, une captation de marché qui inquiète les collectivités locales qui ont beaucoup investi pour mieux collecter et recycler les bouteilles en plastique. Et on va réagir en plateau dans Sénat en clair. Avec nous aujourd'hui Sandra Regol, bonjour, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Béatrice Bellini, bienvenue, maître de conférence à l'Université de Nanterre, spécialiste des questions environnementales. Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce, une association nationale des collectivités et des entreprises pour la gestion des déchets. Hervé Moret, bienvenue à vous également, sénateur groupe Union Centriste, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci à tous les 4 d'être ici. D'abord Sandra Regol, qu'est-ce que vous pensez vous de ces initiatives privées, Ce sont des start-up, des machines utilisées par des grandes enseignes. Ce sont les industriels qui sont en train de faire ce que les autorités ne font pas? Disons que, étant donné ce que propose le gouvernement, oui, la société civile, que ce soit à travers les entrepreneurs, les associations, est obligée de prendre à bras-le-corps le problème des déchets, le problème de la production du plastique. Mais vous approuvez, ce sont des bonnes initiatives? Oui, bien sûr, ce sont des initiatives qui vont dans le bon sens. Après, le souci, c'est que tant qu'on continuera à produire des matières dont on ne sait que faire, tant qu'on produira des matières dont on connaît l'impact néfaste pour l'environnement, pour la santé, eh bien en fait c'est le serpent qui se mord la queue. On peut avoir beaucoup d'initiatives de recyclage du plastique. On sait que le plastique, ça ne se recycle pas indéfiniment. On sait que la seule solution, c'est le verre pour avoir des matières... c'est une des meilleures solutions en tout cas. Les moins lourdes en conséquence, c'est le verre. Et donc, continuer à produire du plastique en disant qu'on va tout recycler, ça tient quand même du mensonge. Alors, il se trouve que ces machines se multiplient tout de même. Et attention, nous dit Brune Poisson, dans une interview à Usine Nouvelle, justement, elle nous dit « Si les collectivités ne s'investissent pas, elles regarderont passivement les industriels profiter de ce qu'elles ont mis en place pendant des années. Pour elles, les matières collectées doivent aller dans les centres de tri dans lesquels les collectivités ont investi. » Nicolas Garnier, qu'en pensez-vous ? Alors, il y a beaucoup d'informations dans cette déclaration, mais d'abord, il faut dire que les collectivités locales, ça fait 30 ans qu'elles ont mis en place la collecte sélective. Ça fait 30 ans que le geste de tri est l'un des gestes préférés des Français pour l'environnement. C'est peut-être une des grandes victoires des politiques locales en matière d'environnement. Et aujourd'hui, semble-t-il encore des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, en réalité, il faut préciser les choses. C'est-à-dire que sur la bouteille, sur les emballages que vous allez acheter en supermarché, ce qu'on appelle l'emballage ménager, les taux de collecte aujourd'hui sont bons, voire très bons pour ce qui est de la bouteille, parce qu'elle se recycle,
et là j'insiste, je corrige le chiffre, c'est plutôt les 2/3, voire les 3/4 des bouteilles plastiques ménagères qui sont aujourd'hui collectées en vue du recyclage et pas à 50%. Par contre, vous avez toute une partie des emballages qui ne se recyclent pas, les pots de yaourt, les barquettes, les films, qui représentent la moitié du gisement, où là on est proche de zéro, mais c'est d'abord un problème, comme l'a dit la députée, d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on met sur le marché... Porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, je Pardon, pas encore, c'est ça. Ça viendra peut-être. Plus sérieusement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met sur le marché des dizaines de résines qui ne se recyclent pas. Premier problème. Et deuxième problème, des bouteilles, vous n'en achetez pas que pour ramener chez vous. Vous en achetez aussi tout au long de la journée, je suis sûr, en allant dans des sandwicheries, des fast-food, etc. Et là, il n'y a aucune collecte sélective et le taux de collecte est proche de zéro. Donc en réalité, les collectivités ont plutôt bien fait le travail, même s'il y a des marges de manœuvre. On pense en particulier aux DOM, on pense en particulier aux zones urbaines denses, où là, on a des sujets aussi sociaux autour de la mobilisation pour la collecte. Le vrai sujet, c'est ailleurs. C'est tous les emballages qui ne se recyclent pas. Et ça, c'est plutôt le challenge que doivent tenir les industriels. Et toutes les collectes sélectives qui n'existent pas dans le hors-foyer, la bouteille nomade, qui est d'ailleurs la bouteille qu'on va généralement retrouver dans la poubelle de rue dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, c'est dans le caniveau, voire dans la nature. Et c'est là qu'il y a tout à faire. Donc aujourd'hui, on se trompe, j'allais dire, de bouc émissaire ou de responsable. De cible. Les collectivités ont fait un bon travail, elles ont investi lourdement et elles ont un peu l'impression qu'on les a pris un peu pour des idiotes dans cette histoire. Hervé Moret. Écoutez, nous, ce qui nous a semblé de manière très consensuelle et quasiment unanime au sein de la commission du développement durable du Sénat, c'est que cette consigne que l'on veut instaurer, que le gouvernement veut instaurer, c'est une fausse bonne idée. Parce que la vérité, c'est que c'est une régression écologique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est soutenu par beaucoup d'utilisateurs de bouteilles en plastique, parce qu'avec cette consigne, quelque part, on légitime l'usage du plastique. On donne bonne conscience à ceux qui utilisent des bouteilles en plastique. Ou on part du principe qu'il existe. Non, mais attendez, je crois que ça a été très clairement dit par Nicolas Garnier. Aujourd'hui, il y a des gestes qui font qu'on sait faire le tri chez soi, on sait recycler les bouteilles en plastique. Là où il y a un problème, et ça fait partie des propositions que l'on a formulées, c'est comme le disait M. Garnier, c'est tout ce qui est hors foyer. Et donc, on a des propositions très claires, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, pour qu'il y ait des dispositifs qui soient mis en place pour recycler et pour ramasser le plastique hors foyer, pas seulement les bouteilles, mais aussi les pots de yaourt, les films plastiques, etc., etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on reproche à ce projet de loi, c'est de ne pas s'intéresser à la production de plastique, de ne pas essayer de limiter la production et le recours au plastique. Finalement. Et quelque part, comme je le disais, avec cette consigne, on légitime le recours à la bouteille plastique qui nous paraît, nous, une mauvaise chose et que l'on veut combattre. Au nom de cette directive européenne qui prévoit qu'en 2029, il faudra recycler 90% des plastiques. Mais on peut très bien y arriver, sans mettre en place cette consigne, qui va en plus avoir un coût pour le consommateur, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas 100% des bouteilles qui sont rapportées, et donc on considère qu'il y aura à peu près 200 millions qui resteront encore à la charge des consommateurs, auxquels on impose en plus des contraintes supplémentaires, stocker les bouteilles, les rapporter, ça coûtera 200 millions aux consommateurs, ça coûtera aussi aux collectivités locales, à peu près la même somme, puisque c'est autant de matières qui sont susceptibles de générer de la richesse qui ne seront pas amenés dans les centres et ça se répercutera aussi sur les autres industries qui devront payer davantage pour le recyclage. Alors on l'a compris. Donc c'est vraiment du perdant-perdant. La consigne fait débat, les collectivités sont furieuses et vous aussi, Hervé Moret, vous êtes en colère contre le texte de Brune Poirson. Je suis déçu parce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques. Et vous avez fait part de vos doutes ce matin en conférence de presse. Vous étiez aux côtés de la co-rapporteure du texte, Marta de Cidrac. Et on va l'écouter justement, votre collègue. Et je terminerai ce tour de table avec Béatrice Bellini juste après. On a bien vu qu'avec le dispositif de la consigne, en réalité, si on prend l'exemple de l'Allemagne, nous avons en réalité une surconsommation de plastique, puisque 60% de consommation en plus en Allemagne autour du plastique depuis que la consigne a été mise en place. Ça nous interroge profondément. Donc une fois que l'on connaît et que l'on voit un petit peu les chiffres dans leur ensemble, on se rend compte que la consigne pour réemploi, pourquoi pas, c'est le sens de l'une de nos propositions dans le texte, mais surtout, que faisons-nous de tous les emballages plastiques que nous avons, y compris donc la bouteille plastique PET. C'est la raison pour laquelle l'une de nos propositions phares de ce texte, c'est combattons le suremballage et proposons très simplement d'être plus performants dans la collecte du hors-foyer. Marta de Cidrac, interrogée par Jérôme Rabier. Béatrice Bellini, à la lueur des 4 points de vue qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous nous dites? Bonne ou mauvaise idée cette consigne? Ou contre-productive même? Je pense qu'il faut retenir qu'il y a vraiment un impératif de prévention
justement de l'arrivée des déchets, puisque effectivement on développe des structures pour traiter ces déchets, et il faut aussi avoir en tête que ça nécessite de l'énergie, de l'eau, du transport, voilà. Donc c'est vraiment pas très écolo, quoi. C'est vrai que quelquefois on peut se poser des questions sur la légitimité de certaines filières, parce qu'il y a un problème de flux aussi. Vous savez, si le flux n'est pas suffisamment conséquent, on peut arriver à des aberrations écologiques. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi intéressant de se poser la question sur à qui appartient ce flux. Et pour avoir travaillé beaucoup dans le domaine de l'éco-conception, on se rend compte qu'aujourd'hui on parle beaucoup de transition dans les consommations, dans les modes d'usage, et puis peut-être qu'on n'est pas assez innovant dans justement la réinvention de nos usages, ou dans tous les cas de nos attentes en matière d'usage. Alors moi j'entends bien votre message à tous ce soir, c'est que finalement c'est à la source qu'il faudrait prendre le problème. Mais alors qui force Coca-Cola à faire des canettes d'une autre matière qui sera plus favorable à l'environnement? Qui force les grands industriels, Sandra Regol? Comment on fait, puisque c'est à la source le problème alors? Il y a un truc qui s'appelle la loi quand même, qui permet de dire ceci est autorisé, ceci ne l'est pas. Et bizarrement ça a l'air compliqué quand même. En fait, on a un gouvernement qui a les moyens d'agir, puisqu'il arrive à agir très vite sur les sujets sur lesquels il décide, et puis prendre son temps sur d'autres sujets qui lui semblent moins importants. Et il se trouve qu'il a aussi une Assemblée nationale dont il a l'immense majorité. Donc il y a un problème de volonté politique. Et oui, il y a encore une fois un problème de volonté politique. On est là face à une loi qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est une vraie fausse bonne solution, c'est-à-dire qu'elle dédouane le gouvernement d'autres actions, tout en faisant peser le poids, la charge financière et aussi quelque part la culpabilité sur les consommateurs et les consommatrices. Mais le rôle du politique, c'est de prendre soin de la cité, des personnes, c'est-à-dire prendre soin de leur santé, prendre soin de leur niveau de vie, prendre soin de leur vie en général. En tenant compte de tous les paramètres. Eh bien, on n'en est pas là aujourd'hui. Et par ailleurs, je pense qu'on a tous, toutes ici autour de cette table connu la consigne du verre quand on les retournait. Moi, j'ai vécu longtemps, une dizaine d'années sur la frontière allemande à Strasbourg. Eh bien, il était tout à fait normal de prendre le bus pour aller ramener ses bouteilles quand on avait fait ses courses en Allemagne. En fait, c'est quelque chose qui n'est ni coûteux pour retrouver l'argent, ni complexe. Mais c'est la consigne pour réemploi et pas pour recyclage. Oui, là-dessus, il y a une ambiguïté sur laquelle surfe le gouvernement. Et ça n'utilise pas de ressources inutiles, et le réemploi est justement... C'est pas la même chose, il faut le dire. Et le gouvernement... Dans l'image des gens, il y a une confusion. Tout à fait. On réutilise. Je vais y aller. Non, mais c'est pas qu'on réutilise la matière, c'est qu'on réutilise l'objet. C'est-à-dire que dans les consignes dont parlait Madame, on va prendre la bouteille, on va la laver après usage, et on va la remettre sur le marché en la remplissant. Donc il n'y a pas de déchets. Et on sait tous, le déchet qui n'existe pas, c'est le déchet qui coûte rien, et pour la planète, et pour le consommateur. C'est le meilleur des déchets, celui qui n'est pas là. Et tout de même, sur la volonté politique, peut-être Hervé Moret, on entend certains observateurs nous dire que c'est le texte des lobbies, finalement, qui fait plaisir aux lobbies. Écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le texte des lobbies, mais en tout cas, cette mesure-là, elle est très clairement soutenue par les lobbies. Je disais ce matin en conférence de presse, et je peux le redire, que j'ai reçu des kilomètres de mails de Coca-Cola pour expliquer que c'était absolument formidable. C'est un fait, voilà. Donc pour vous, c'est un signe inquiétant quand Coca-Cola se réjouit. De mon point de vue, c'est pas rassurant, surtout que dans le même temps, la semaine dernière, dans la commission, Mme Poisson disait à juste titre qu'il fallait lutter contre les lobbies. Donc il y a un petit peu d'ambiguïté dans tout ça. Alors, je ne veux pas être dans la caricature. Il n'y a pas que ça dans ce texte. Il y a des mesures positives, telles que la mise en place de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. Il y a un certain nombre de mesures positives. Mais en revanche, sur ce point précis, non seulement c'est insuffisant, mais c'est contre-productif. Et il y a des tas de choses que nous, on a rajoutées, notamment la lutte contre le suremballage, la mise en place de dispositifs pour inciter aux réparations, des choses qui nous paraissent importantes pour lutter contre la production de déchets, qui ne sont pas dans la copie du gouvernement. Nicolas Garnier, ensuite on parle effectivement des autres mesures du texte. Oui, c'est ça. Alors pour rester sur la consigne, je crois quand même qu'effectivement, pour répondre à votre question, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des éco-organismes qui ont des missions, et ces missions, généralement, n'intègrent pas la réduction des quantités. Donc, par exemple, autrefois, éco-emballage, désormais Citeo, n'a pas d'objectif de réduire les emballages. Et ce qui vient d'être apporté par, à la fois le projet de loi et renforcé donc, du gouvernement, qu'il faut là-dessus saluer, et renforcé par les sénateurs, c'est l'idée que désormais, ils auront non seulement un objectif de recyclage, mais aussi un objectif de prévention, de réemploi, de réduction des quantités. Ça change tout. C'est un nouveau modèle de consommation qui est en train
train de se mettre en œuvre. Dernier point sur la consigne, et pas des moindres, c'est qu'il y a aussi une question derrière cette consigne, c'est la monétarisation du geste de tri. Le geste de tri, il est apprécié par les Français, c'est un geste citoyen. Vous ramenez votre bouteille au point d'apport, vous ramenez votre déchet électrique, électronique, tout ça est gratuit. Monétariser un geste et pas les autres, nous on a l'impression que ça pourrait énormément perturber le reste des gestes de tri en disant finalement il y en a un on me paye ou en tout cas on me rend l'argent parce qu'en fait il n'y a pas de gain, on vous prend plus d'argent, la bouteille coûte plus cher et on vous rend l'argent si vous faites un geste monétarisé. Ça c'est aussi très dangereux parce que ça va perturber le principe de conscience citoyenne et de gestes, j'allais dire désintéressés au sens noble du terme pour la collecte sélective. Alors la consigne est la mesure phare du texte mais il y en a d'autres, le principe du pollueur-payeur, l'objectif de 100% plastique recyclé en 2025, le renforcement des pouvoirs de police du maire en matière de dépôt sauvage de déchets. Emmanuel Macron a lui-même vanté les mérites de ce texte sur Twitter, c'était il y a quelques jours. 300 000 nouveaux emplois dans l'économie circulaire, efficacité économique, ambition écologique et vocation sociale se retrouvent quand ces combats sont menés ensemble. Alors le tableau est-il si rose que le chef de l'État le décrit? On va poser la question à Jérôme Bignon, le sénateur Les Indépendants, est au micro de Quentin Calmet en salle des conférences au Sénat. Jérôme Bignon, on va évoquer ensemble les 500 amendements que vous avez pu examiner hier en commission, au prisme de 3 mesures en particulier. Par exemple, les décharges sauvages, on le sait, c'est l'un des apports du Sénat. Les élus municipaux auront davantage de prérogatives dans la lutte contre ces décharges sauvages, c'est une bonne chose? Bah oui, parce que c'est quand même un fléau. C'est un fléau de santé publique, un fléau de dangers divers et variés pour les gamins qui se promènent dans les campagnes. C'est un danger esthétique, enfin c'est un défaut esthétique. Enfin bref, les décharges, les déchets, ils doivent être dans les lieux appropriés. Et que ça soit qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit un usager d'un McDo jeté par la fenêtre, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que les maires pourront faire dorénavant? Ils vont pouvoir réglementer et puis ils vont pouvoir porter plainte. Ils vont avoir l'aide des agents de l'environnement qui vont être mis à leur disposition pour poursuivre, essayer de retrouver. Et on trouve souvent la trace parce que soit il y a quelqu'un qui passe et qui voit le numéro de la voiture, soit on trouve dans les déchets parce que les gens sont imprudents ou simplement négligents et ils laissent leur signature dans les déchets et on les retrouve. Donc on pourra les poursuivre, il y aura des sanctions. Alors, on l'a vu, dans ce texte, il y a beaucoup d'aspects qui concernent le recyclage, également la lutte contre le gaspillage. On ne va pas parler ensemble de la consigne, parce que ça a été déjà beaucoup évoqué en plateau, mais est-ce qu'on pourrait parler ensemble de la lutte contre le suremballage? C'est aussi un des aspects du texte, là encore, c'est une bonne chose. Oui, c'est pertinent, parce que le suremballage, c'est ce qui va être jeté en premier, ce qui intéresse les gens qui achètent. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un côté commercial, un côté vendeur, de faire un joli emballage, un joli cadeau, un joli paquet. Mais c'est plus l'époque. On est dans une époque où aujourd'hui, on a la conscience que les ressources de la Terre sont finies, que donc avec l'énergie, produire des paquets, avec des matériaux, produire des emballages, il va falloir les recycler derrière. Il faut peut-être avoir un concept plus simple, plus nouveau, plus moderne. Un dernier mot rapide sur la lutte contre la pollution en zone humide ou en zone aquatique. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Là encore, il y a des mesures dans le texte. Oui, et c'est plutôt là aussi une bonne nouvelle parce que tout ce qu'on jette dans l'eau, alors que ce soit des produits matériaux ou que ce soit des polluants, c'est une véritable catastrophe. Ça atteint la faune, ça atteint la flore. Et puis, dernier point qu'on oublie toujours, c'est que ça atteint la faune, ça atteint la flore, mais ça s'infiltre dans la couche et ça va dans la nappe qui est en dessous et donc ça va polluer pendant un temps infini, des générations parfois, des nappes phréatiques qui doivent nourrir les rivières et qui participent au cycle de l'eau. Donc, une très bonne mesure. Merci beaucoup Jérôme Bignon, on l'a vu, il y a de multiples mesures dans ce texte. Voilà, donc c'est un texte riche, on l'a bien compris, Béatrice Bellini. Il y a effectivement tout un tas d'autres mesures qu'on n'avait pas encore évoquées jusqu'ici. Principe du pollueur-payeur, renforcement des pouvoirs du maire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois qu'on ne doit pas oublier la fonctionnalité quand on parle d'emballage, quand on parle de déchets, on ne doit pas oublier la fonctionnalité de l'emballage. On en a parlé tout à l'heure par rapport à l'aspect marketing. C'est vrai que quand vous êtes dans un magasin, vous êtes automatiquement attiré par un plus grand emballage qu'un petit, donc coloré. En fait, voilà. Donc bon, après il y a la fonctionnalité, la sécurité, le transport, et quelquefois c'est vrai. On a peut-être chacun d'entre nous connu quand on prenait une bouteille et que finalement elle est un peu trop
comment trop molle ou un emballage on prend et puis les produits tombent. Donc on remet. Voilà, ne pas oublier la fonctionnalité, ça c'est important. Et puis aussi par rapport au fait de la matière, si le fabricant garde la propriété de la matière, eh ben je pense qu'effectivement, on arrivera à les associer parce qu'on parlait des décharges sauvages, etc. Donc, c'est important aussi parce que la matière a une valeur. Et s'il conçoit ses produits et qu'il reste propriétaire de la matière, c'est un nouveau modèle qu'on développe, les fonctionnalités. Enfin, bref, ça pourra... Voilà. Oui, je crois que d'abord, il faut dire que dans ce projet de loi initial, il y avait des très bonnes choses. Aujourd'hui, c'est un peu caché par cette fausse bonne idée de la consigne, mais je dois dire que le projet de loi initial avait de bonnes mesures, en particulier une meilleure information du consommateur. Je vous mets au défi de savoir ce qui est recyclable sur cette table et ce qui l'est pas, parce qu'on n'a pas d'informations. Premier élément. Deuxième élément, il y a vraiment des choses très intéressantes sur l'obligation d'éco-conception. Ça, c'est très intéressant. Troisième élément, il y a des nouvelles filières de recyclage qui vont être créées par ce projet de loi. Et le Sénat en a rajouté une qui nous était particulièrement, pour lesquelles nous étions particulièrement attentifs. C'est les textiles sanitaires. Par exemple, vous savez qu'un Français produit 50 kilos de textiles sanitaires, couches, mouchoirs jetables, etc. Et il n'y a rien qui a été fait. Là, il y a une création, mais aussi les jouets. Les jouets vont être recyclables bientôt, le matériel de sport, le matériel de bricolage. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes dans cette loi co-construite. Et puis, il y a quand même un point qui reste d'interrogation, c'est le gaspillage alimentaire et les dates de consommation. Là aussi, je vous invite à consommer les produits après les dates. Et sur le déchet du bâtiment, je crains malheureusement qu'on n'ait pas fait totalement résolu le problème et qu'il restera quelques décharges. Tout dernier mot rapide, Sandra Regol, Hervé Moret, rapidement. Non, mais on voit quand même que l'impact des politiques locales, des élus locaux, permet de mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Là, c'est le Sénat, mais on a quand même eu beaucoup de mobilisation à travers les territoires. Ouais. Et puis le réemploi reste quand même, malgré toutes ces avancées, le parent pauvre, alors que c'est le secteur le plus créateur d'emplois, le moins polluant et qui permet d'avancer sur une nouvelle économie. Hervé Moret, pardonnez-moi 5 secondes. 5 secondes pour dire qu'on a amélioré les choses en commission et je pense qu'on continuera à les améliorer la semaine prochaine dans l'hémicycle parce que le sujet est important et qu'on a sur ce thème une ambition plus élevée que le gouvernement. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir été concis. Le match des idées, confrontation de points de vue entre Agnès Verdier-Molinier et François Calfon. On va s'intéresser aux différentes manifs prévues ce week-end et la semaine prochaine. Climat, retraite, gilets jaunes. Il y a tellement de rassemblements samedi que même les journées du patrimoine sont perturbées. Emmanuel Macron leur répond dans le Time. On en parle avec nos invités. Mais d'abord, le calendrier avec Aurélien Romano. Le week-end s'annonce chargé en mobilisation sociale. Manifestation de force ouvrière contre la réforme des retraites, marche pour le climat et gilets jaunes. Pas moins de 3 cortèges dans la capitale samedi. L'exécutif pointe le risque du retour des Black Blocs et des débordements. J'ai toujours cette inquiétude que le week-end prochain, ils ont appelé les Black Blocs à se mobiliser sur Paris, on puisse avoir des désordres. Nous mettrons en place un système de sécurité pour protéger les Parisiens, pour protéger les commerces. Ces mobilisations auront lieu pendant les journées du patrimoine. De manière préventive, de nombreux sites ont été fermés cette année. Les ministères de l'Agriculture, de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, la préfecture de police. Et pour visiter l'Élysée, il faudra s'inscrire au préalable et les mesures de sécurité seront bien sûr renforcées dans tout le secteur, comprenant les Champs-Élysées. Après les manifestations de ce week-end, les mobilisations contre la réforme des retraites vont continuer. Ce sera au tour de la SNCF de faire grève mardi 24 septembre. Cette journée sera aussi marquée par un rassemblement unitaire et interprofessionnel. Et dans le match des idées, ce soir, c'est le retour d'un face-à-face qu'on connaît bien sur Public Sénat. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP et auteur de En marche vers l'immobilisme. François Calfon, bonsoir et bienvenue à vous également. Conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste. Les rentrées sont souvent compliquées, souvent agitées, souvent houleuses. François Calfon, est-ce que celle-ci vous semble plus houleuse que les précédentes ? Alors, je vais vous faire une révélation, je ne suis pas prédictionniste météo. Simplement, ce qu'on peut dire très nettement au regard de l'épisode qui s'est passé à RATP, c'est que ça allait en fait au-delà de l'angoisse catégorielle sur la disparition du régime spécial de la RATP, puisque c'était une grève dont on n'avait pas vu une telle ampleur depuis une quinzaine d'années. Donc la question, moi, quand je parle un petit peu aux Français et qu'on en discute, c'est est-ce qu'il y a une suite des Gilets jaunes, d'une certaine manière ? Et est-ce que les canadaires budgétaires, que sans doute Mme Verdier-Molinier va condamner, des milliards d'euros qui ont été déversés sur la colère sociale, seront de nature suffisante pour finalement arrêter une grogne qui est une grogne plus systémique que simplement sur des questions d'orientation budgétaire. Voilà le... Bon. Et quand j'entends dans votre introduction que
Emmanuel Macron répond aux Gilets jaunes dans le Times de Londres. On l'entendra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a quand même une sorte de désamour permanent entre Emmanuel Macron et les Français, décidément. Il voit bien la France, mais un peu trop d'en haut, ce qui crée un certain nombre de dysfonctionnements. Agnès Verdier-Molinier, l'année dernière, on était nombreux à ne pas avoir senti arriver ce mouvement des Gilets jaunes, cette puissance, cette ampleur. Est-ce que là, il faut se préparer ? Est-ce qu'on pourrait être surpris à nouveau par l'ampleur des grognes ? Je pense que l'an dernier, les syndicats se sont sentis très orphelins finalement de la rue, en tout cas au mois de novembre, parce que effectivement, eux non plus n'ont pas vu venir tout cela. Ils étaient peu mobilisés sur les ordonnances travail, en démarrage du quinquennat, on s'en souvient. Et la sensation que ça donne, mais peut-être que je vais trop loin en disant ça, mais néanmoins, c'est l'idée de prendre un peu sa revanche. Et je pense que pourquoi est-ce que François a noté qu'il y a eu énormément de mobilisation au niveau de la RATP, de l'ordre de 90%, Eh bien, tout simplement parce que je pense que le mot d'ordre syndical aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quel rang et je ne sais pas à quel niveau, ça doit être plus ou moins, écoutez, on ne va pas se faire voler cette rentrée-là, parce que l'an dernier, c'était les Gilets jaunes, et là, on veut que ce soit une rentrée très syndicale. Donc, je pense qu'il y a quand même une façon de surjouer un peu tout ça, et c'est d'ailleurs assez symptomatique sur les retraites, parce qu'il va y avoir beaucoup encore de grèves vraisemblablement. Il y a eu la RATP, il y aura la SNCF la semaine prochaine, mais en réalité, on n'a pas encore le programme de la réforme. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de détails, on ne sait pas combien d'années ça va mettre pour converger. Certains membres du gouvernement d'ailleurs dénoncent des mouvements préventifs, des grèves préventives. Oui, mais si ça se trouve, ça va mettre 15 ans. Si ça se trouve, et d'ailleurs, moi, c'est ce que je crains, ce sont les salariés du privé qui paieront encore l'addition pour maintenir des départs plus précoces et des niveaux de pension mieux disant pour le secteur public. Donc, pour moi, c'est un peu la revanche vis-à-vis des Gilets jaunes en cette rentrée de 2019. Après, il faut voir comment ça va se passer, mais le problème, c'est que ça risque de monter un peu comme une cocotte minute jusqu'à Noël, et je ne sais pas si il n'y aura pas des débordements et des risques justement d'insécurité, comme ça a été dit par d'ailleurs le ministre de l'Intérieur dans le reportage. À chaque période de tension sociale se pose la question de la convergence des luttes. Jérémy Clément, qui est gilet jaune, qui est président des Ronds-Points du Cœur sur France Info ce matin, nous dit « Ça fait des mois qu'on a annoncé une convergence le 21 septembre. Ce n'est pas pour rien que vous aurez samedi une convergence avec les syndicats et autres. Il est temps d'arrêter les clivages pour que les choses changent. On a besoin de tout le monde, syndicats et politiques, pour mettre un coup de pression. » Sa réponse aux gilets jaunes, vous l'avez dit, Emmanuel Macron l'a réservée au Time, magazine américain auquel il a donné une interview. Je voudrais qu'on en écoute un extrait. I think this is the French system. In our country, we like leadership and we want to kill the leaders. I mean, I spent a long while with each of these people and we just catch one sentence, getting it out of the context. But this is it. It created this image. Politics is also about perception. My challenge is to listen to people much better than I did at the very beginning. To have a method which is not just to reform for the country, but to reform with the country, which was this method launched with the Great Debate. Myself being more respectful of this time with people. Il fait des promesses en anglais aux Gilets jaunes. Vous voyez, il a vraiment un problème de communication. Il nous dit que la politique, c'est du symbole. On le retrouve à parler en anglais à une journaliste du Time dans son bureau à l'Élysée pour répondre. Mais il promet plus d'écoute. Non, mais ça j'entends bien. Mais c'est un peu l'histoire du prisme. La lumière, elle rentre pour dire je vous ai compris. Et il le fait à travers le Times de Londres. Bon, passons cela parce que c'est pas très intéressant, mais ça montre quand même le désamour qu'il y a entre les Français et Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a décidé de mettre en scène un duel avant l'heure avec le Front National. Bon, ce qui est plus intéressant par rapport à notre débat, parce que je souhaite qu'on puisse approfondir, c'est ce qu'on fait très bien ici, c'est qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de modèle qui était le modèle libéral, de mondialisation, de marchandisation des services, qui est un peu en train d'imploser. Cette affaire de réforme des retraites, tout le monde a très bien compris qu'avec une baisse du chômage, en réalité, avant 15 ans, il n'y a pas de problème systémique pour les retraites. Et donc, c'est quelque part offrir aux bourgeois de Calais, ou plutôt aux bourgeois de Bruxelles, les clés du système de protection sociale avant l'heure, même si, bien sûr, il y a un défi démographique et qu'on peut y répondre ensemble. Mais vous avez vu cette affaire de l'hôpital auquel les Français sont très sensibles. Je réponds sur la conversation
convergence des luttes. Il y a maintenant un retour en grâce, si j'ose dire, de l'esprit public, du fait que les investissements doivent être publics. Il y a un niveau d'information, et d'ailleurs Agnès Verdier-Molinier peut le constater, moi-même, sur des questions financières, budgétaires, qui est beaucoup plus partagée par les citoyens, quoi qu'en pensent les gens. Et donc il y a une forme de contrôle collectif, et y compris de l'argent public. On a vu que la question fiscale, avant à gauche on disait c'est le lien du commun. Les gens voient que parfois c'est pas le lien du commun, c'est abusif. Et donc il y a une remontée de l'intérêt public d'un côté et une défiance vis-à-vis de la mondialisation et de la privatisation rampante d'un certain nombre de services. On appelait ça les services d'intérêt généraux, mais aussi, par exemple, d'Aéroports de Paris, qui est le contexte, si j'ose dire, le fond de sauce, puisqu'on parle de cocotte minute, le fond de sauce qui peut peut-être faire la convergence des luttes bien plus que tel ou tel leader syndical ou gilet jaune qui la décrète. Agnès Verdier. Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet, c'est comment on réforme la France et comment ce président peut réformer mieux la France avec les Français, c'est ce qu'il a dit. Je crois qu'il y a un problème de communication vis-à-vis de nos compatriotes sur quels sont les enjeux, où est-ce qu'on va, combien vous allez payer et pour quel service public en face. Parce que s'il y a un attachement au service public, certes, mais pour quel prix et avec quelle qualité. Et ça n'a pas été tellement finalement mis sur la table depuis le début de ce quinquennat, bizarrement, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit mis sur la table. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il nous a beaucoup parlé pendant la campagne de la transformation du modèle, et on avait compris qu'il allait faire rentrer ce modèle dans le 21e siècle, qu'il allait l'adapter, pas le casser, c'était pas ça, mais l'adapter pour qu'il soit plus performant. Transformation, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait en Suède, c'est ce qu'ils ont fait au Danemark, c'est ce qu'ils ont fait dans plein de pays. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Je pense parce qu'il y a aussi une impossibilité gouvernementale à dire les choses véritablement. C'est-à-dire, par exemple, pour la retraite, tout le monde sait, je suis sûre que François, au fond, le sait aussi, on va aller vers 65 ans. Et au lieu de dire, oui, les gars, on va vivre plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps, parce que sinon, nos systèmes, même si on y est très attaché, etc., eh bien, ils ne sont pas viables. Et à un moment, il y aura de la casse. Il y aura des baisses de pensions très importantes. Oui, mais vous imaginez bien qu'un tel discours ne passe pas auprès d'une opinion qui est déjà en effervescence. Justement, je pense que l'opinion, elle est spécialement en effervescence parce qu'elle comprend qu'on ne lui dit pas les choses de manière claire. Vous voyez, pour la fiscalité écologique, finalement, pourquoi ça n'a pas été compris? Parce que le gouvernement, au même moment où il disait « je baisse les impôts augmentaient sur les carburants. Et là, il y avait un problème de cohérence et de communication. Donc sur chaque euro, comment on le dépense, et sur chaque réforme, comment finalement ça va améliorer les choses, ce serait beaucoup plus cohérent. Je ne suis pas le diagnostic qui a été posé sur les retraites, vous l'aurez compris, parce que je pense qu'il n'y a pas de problème immédiat comptable sur les retraites. Par contre, c'est faux, il y aura 10 milliards de déficit dans 2 ans. Ce que je relève, c'est 6 milliards, et c'est s'il y avait eu 150 000 suppressions de fonctionnaires. Il n'y aura pas de bataille de chiffres auxquelles les téléspectateurs ne comprennent Je reviens sur, par exemple, l'affaire qui je trouve très sensible sur la question de la crise des urgences, qui est réelle. Enfin, je veux dire, elle est incontestable de droite comme de gauche. Au fond, là où je vous suis, c'est qu'il n'y a pas de volonté réelle de s'attaquer aux racines, si j'ose dire, du mal. Les racines du mal, c'est qu'on a fait une politique stupide et comptable qui s'appelait le numerus clausus, où on a dit il y a trop de dépenses médicales, donc on va plus former de professionnels de santé. Conclusion, il n'y en a plus. Ça, c'était la technostructure de droite comme de gauche pendant 25 ans. La deuxième racine du mal, c'est un lobby. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis ce soir. C'est les médecins libéraux. Dans le temps, quand j'étais gosse, vous aviez ce médecin de campagne ou de ville qui recevait à toute heure. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Et ce qu'on appelle la permanence des soins, qui est la contrepartie à un système public de financement, elle n'est pas assurée. Donc, sur ces grands débats de société, c'est pas simplement l'approche comptable, c'est d'impliquer, d'informer. Non, surtout que c'est pas le sujet de ce soir. Répondre, mais sur la médecine de ville, la médecine de ville est maltraitée dans ce pays. D'accord, allez, c'est pas le sujet. C'est l'inverse. On dépense 6 milliards de moins par rapport aux Allemands en médecine de ville et 11 milliards de plus à l'hôpital. Et c'est un autre débat. Deuxième thème. La réalité, elle n'est pas celle que François décrit du tout. Cela concerne les ménages les plus aisés. Ils n'auront peut-être bientôt plus droit au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Les députés de La République En Marche de l'aile gauche sont en train d'y réfléchir. Ils espèrent ainsi récupérer 400 à 500 millions d'euros. Avant de vous demander ce que vous en pensez, on va faire réagir Sophie Taillé-Polian en salle des conférences au Sénat. La sénatrice apparentée au groupe socialiste est au micro de Quentin Calmet.
Oui, Sophie Tallier-Polian, on va parler ensemble de cette idée avancée par des députés LREM. L'emploi à domicile, eh bien, il profite d'un crédit d'impôt dans le budget 2020. Les Français qui ont le plus de revenus, eh bien, ils pourraient ne plus bénéficier de ce crédit d'impôt. Est-ce que vous y voyez une mesure d'équité, avec davantage d'équité fiscale, et donc vous saluez cette idée des députés LREM ? Alors, nous sommes dans une situation où un travail sur les niches, sur les crédits d'impôt semble indispensable. Parce qu'effectivement, on doit toujours se reposer la question de l'utilisation des deniers publics. Et en termes de justice fiscale, ça peut se poser. Cela dit, je considère que cette proposition, si pour la majorité et les députés En Marche, c'est une proposition qui vise à rééquilibrer en faveur de la justice fiscale, j'ai envie de leur dire, ne votez pas la suppression définitive de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, parce que là, il y aura un petit déséquilibre. Pour la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, il s'agit de 7 milliards d'euros. Pour cette idée, d'ailleurs assez floue, de limiter le crédit d'impôt pour les personnels qui travaillent à domicile, j'ai vu un chiffrage à 400 millions d'euros. Donc je crois que de toute manière là, on est encore loin du rééquilibrage. On est encore au contraire dans une aide massive aux gens les plus aisés. Alors certains sénateurs de droite disent que ça va favoriser le travail au noir. Est-ce que vous, c'est aussi une de vos craintes? C'est vrai que c'est possible qu'il y ait un certain basculement de certains emplois qui étaient déclarés grâce à cette incitation. C'est une réalité, c'est tout à fait possible. Cela dit, je pense qu'il y a de toute manière déjà des plafonds, c'est-à-dire qu'il y a un certain seuil au-delà duquel le crédit d'impôt ne s'applique plus. Donc bouger ce plafond pour faire en sorte que les plus aisés soient moins aidés ne me semblerait pas absurde. Mais encore une fois, on ne peut pas compter sur cette mesure pour avoir un rééquilibrage et s'orienter vers la justice fiscale. C'est complètement une goutte d'eau. Une dernière question, si cette mesure elle est inscrite au budget 2020, vous la voterez, on l'entend, c'est ça? Mais écoutez, moi j'attends il y a le vote sur chaque mesure et puis il y a la vision globale. Et c'est ça pour moi qui prime. Savoir si telle ou telle mesure comme ça individuellement est bonne, et ben parfois on en perd la vision globale. Donc je ne sais pas, en plus je dirais qu'on a un tel flou, c'est même pas vraiment une proposition formalisée. Donc je réserve tout à fait mon opinion là-dessus. Eh bien merci beaucoup pour cette déclaration à notre micro, Sophie Tallier-Polian. Agnès Verdier-Molinier, vous souhaitiez réagir? Oui, je suis... À la fois, je m'y attendais à ce qu'ils y viennent. C'est-à-dire, en gros, vous payez déjà énormément d'impôts, vous payez déjà 50% de l'ensemble des impôts directs, 250 milliards d'impôts directs si on additionne tout. Et le dernier décile, les 10% qui gagnent le plus, que les 10%, pas les 20%. Les 10%, ils payent déjà plus de 50% de la totalité, y compris après niche. C'est vraiment ce qu'ils payent vraiment, c'est 130 milliards d'euros par an. Ils payent le modèle social français. Et alors, on leur dit petit à petit, t'as pas droit à ci, t'as pas droit à ça. Alors, il y a eu les allocs, et puis alors après, il y a ceci, il y a cela. Et puis maintenant, il y a l'histoire de l'emploi à domicile. L'emploi à domicile, ça sert aussi à payer des professeurs qui donnent des cours particuliers. Ça sert à payer des personnes qui vont garder les enfants à la maison. On dit aux femmes, allez travailler. Il faut que vous puissiez travailler. Et puis après, on leur dit, non, vous gagnez trop pour avoir une place en crèche. Il y a des gens qui sont prioritaires par rapport à vous. Donc, il faut que vous embauchiez quelqu'un. Mais on leur dit après, vous gagnez trop, parce que c'est insupportable que vous ayez une possibilité de pouvoir déduire les charges. Alors, il y a des charges énormes, des charges qui sont très importantes quand vous embauchez quelqu'un à domicile. Alors, après, ça dépend. En tout cas, quand vous le déclarez. Oui, c'est bien le oui, problème aussi. alors, je dis pas que c'est quasiment l'équivalent de ce que vous payez en net, mais ça double quasiment le prix total. Donc c'est un choix qui est fait par le particulier aussi de respecter les droits sociaux de ceux qui fait travailler. Il les respecte, ces droits sociaux, parce qu'en face, il y a quoi? Il y a des cotisations à la retraite, etc., etc. Donc, on est en train de dire que le particulier employeur, il aurait moins de droits que l'employeur qui est dans une entreprise. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'entreprise, quand vous êtes dans des niveaux de rémunération au SMIC, ce qui est souvent le cas d'ailleurs de personnes qui travaillent, il y a des exonérations de charges. Mais quand vous êtes employeur particulier, vous êtes horrible, vous êtes méchant. Vous devez... Donc vous n'avez plus droit on doit vous punir parce que vous gagnez trop. Et vous payez déjà trop d'impôts, mais en plus, on va vous dire
dire, finalement, si jamais vous déclariez pas ces personnels que de temps en temps... Vous seriez poursuivi. Vous seriez poursuivi, on vous dirait que vous êtes horrible parce que vous faites de la fraude sociale. Donc, à un moment, il faut un peu de cohérence. Si on veut que ces personnes-là soient déclarées et qu'elles aient des droits sociaux, il faut aussi qu'il y ait... Faciliter la vie de ceux qui les embauchent. En tout cas, ce que nous dit mon interlocutrice, ça sent un peu le vécu, manifestement. Bon. Non, mais attends, vous êtes dur de dire ça. Non, je suis pas vécu. Moi-même, j'ai employé quand mes enfants étaient... qui travaillent. Moi-même, j'ai employé quand mes enfants étaient plus jeunes, par le biais du particulier employeur, des personnes. Donc, on va revenir le pourquoi, finalement, ces députés LREM dits de gauche se distinguent. Parce qu'en réalité, les cadeaux, si on regarde l'histoire fiscale de ce quinquennat, puisqu'il est quasiment terminé, les cadeaux, ils n'ont pas été faits au 9e décile fiscal, c'est-à-dire au cadre supérieur. Les cadeaux, ils ont été faits aux 1% les plus riches, qui, eux, je le répète, ont eu plus de 300 000 euros de cadeaux fiscaux par an. Et qui est-ce qui... Parce qu'ils sont toujours pas rattrapés par la brigade, les 1% les plus riches. Je vous rappelle que l'ISF n'a pas été rétabli. Je vous rappelle que la flat tax n'a pas été rétablie. Donc, en clair, pour la famille Arnaud, et félicitations pour nos riches qui sont maintenant les deuxièmes fortunes. Ils ont travaillé, mais les deuxièmes fortunes du monde, cela, tout va bien. Par contre, ceux qui sont cadres supérieurs, ceux qui, effectivement, sont les oubliés en général de toutes les réformes fiscales, il y a un problème de contrat social. Le contrat social, c'est que c'est quand même sur eux, là pour le coup, ces gens-là, ils ne vivent pas du capital, ils vivent du travail. Alors, bien du travail, mais ils vivent du travail. Donc, je crois que vous êtes presque d'accord ce soir. Là-dessus, le diagnostic, c'est que en fait, la République En Marche ne veut pas taxer les super riches. Donc, ils taxent le 9e décile fiscal. La dernière chose, elle est quand même extrêmement importante, c'est que la conséquence de tout cela, j'en fais pas l'affaire du quinquennat, on est interrogé là-dessus, on y répond, c'est de rejeter toute une partie des gens qui travaillent dans le travail au noir, c'est-à-dire dans l'absence de protection sociale. Ce sera une conséquence directe. Et l'argument, et là pour une fois je suis d'accord, et j'ai pas peur de dire que je suis d'accord, l'argument selon lequel on supprime ça, oui, sur un salaire finalement qui est souvent celui du SMIC, et en réalité c'est rarement à temps plein, c'est-à-dire une fraction du SMIC, à ce niveau-là, dans les entreprises, il y a une exonération totale des charges sociales. Donc c'est un équivalent, et donc on rejette ceux qui sont déjà les plus précaires, parce que ceux qui travaillent dans les entreprises familiales sont plus précaires que dans des entreprises où il y a des représentations du personnel, une protection sociale. Pourquoi pas des perspectives de carrière dans le travail au noir? Donc c'est le type même, pour moi, d'une fausse bonne idée. Et ça rappelle cette formule absolument clairvoyante de Gilles Carrez. Derrière chaque niche fiscale, il y a un chien. Et en tout cas, ce chien-là a raison pour le coup. Non, mais en l'occurrence, c'est une niche hyper importante. Mais moi, vous avez entendu que je n'étais pas en opposition frontale. Si on se met dans la logique, ça veut dire que le particulier est employeur et il doit être presque considéré quasiment comme une petite TPE à soi seul, ce qui est le cas. Quand vous employez quelqu'un, par exemple, pour garder vos enfants, eh bien, vous devriez pouvoir déduire tout ce que vous payez en salaire et en charge de votre net imposable. Vous devriez pouvoir le déduire totalement. Et là, aujourd'hui, c'est fait avec une histoire de crédit d'impôt, etc. C'est plus compliqué. Si on considère que ce crédit d'impôt, c'est pas ce qu'on veut, on déduit ça du net imposable sur lequel est calculé l'impôt. Parce que c'est de l'emploi qui est créé par ses salariés, comme une entreprise créée. Pour aller plus loin encore. Non, mais attendez, je suis pour une logique cohérente entre employeur-entreprise ou employeur-particulier. Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit... Le plan Borloo, il y a quelques années, il faut que l'État soit un minimum stable. Le plan Borloo nous avait dit le gisement des emplois de service. Alors, il y avait deux formes d'emplois de service. À l'époque, il y a eu beaucoup d'études de la DARES. Soit c'était les États-Unis. Vous voyez, à la sortie du Walmart, il y a des travailleurs pauvres qui remplissent les sacs plastiques, parce que là-bas, il y a encore des sacs plastiques, alors que chez nous, c'est nous qui remplissons nos courses. Donc ça, c'est pas souhaitable comme emploi de service, c'est-à-dire c'est le bout du bout du bout de la précarisation. Soit c'était de professionnaliser un secteur de l'emploi à domicile, donc on pense beaucoup aux mères avec des enfants, mais il faut aussi penser à nos aînés au 4e âge. Il y a quand même une dernière phrase d'Émilie Cariou, qui est l'une des députées qui propose la suppression de ce crédit d'impôt. L'argent public n'a pas vocation à financer des services à domicile de confort des personnes aisées, comme un jardinier, un coach sportif ou un secrétaire particulier. Non mais attendez, là encore, j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage de coachs sportifs dans l'ensemble des 4,5 milliards. Je trouve que ça met le doigt sur quelque chose qui n'est pas la réalité de ce qu'utilisent vraiment les ménages français en personnes qui les aident finalement à s'occuper des enfants et des personnes âgées. On dit aussi, et ça elle ne le dit pas, une place en EHPAD, c'est beaucoup plus cher. Donc si vous embauchez quelqu'un pour aider votre grand-mère ou votre arrière-grand-père
à rester chez lui, c'est aussi moins d'argent dépensé pour les dépenses publiques. Est-ce qu'on a fait cet écart-là? Quand vous avez un enfant gardé à domicile et qui n'est pas en crèche, c'est moins cher pour la collectivité par le crédit d'impôt plutôt qu'une place en crèche. Donc il faut au moins le favoriser. Non, mais il faut le dire. Et il faut dire aussi que l'histoire de baisser de 5 milliards l'impôt sur le revenu et ensuite dire on va se rattraper sur des niches qu'on va raboter de l'autre côté, c'est quand même un petit peu gros et ça finit par se voir. Allez, il nous reste 5 minutes pour le troisième thème de ce match. Il concerne le nouveau patron de la SNCF. C'est Emmanuel Macron qui a tranché hier soir. Ce sera Jean-Pierre Farandou. Vous ne le connaissiez pas. Pas de panique. Vous n'êtes probablement pas les seuls, même évidemment pas les seuls. Alors avant d'analyser ce choix présidentiel et pour vous faire une idée du personnage, on a retrouvé une interview qu'il avait donnée à nos confrères d'Europe 1. C'était il y a 5 ans et il défendait bien l'entreprise déjà. Les prix du ticket de transport en commun sont beaucoup plus bas en France que dans d'autres pays. Par exemple, c'est par rapport à Londres, hein, le prix des billets à Paris est bien moins cher qu'à Londres. Donc c'est une réalité. Pour autant, cette perception existe. Je pense qu'on a beaucoup de pédagogie à faire. Il faut expliquer aux Français que prendre sa voiture en ville, ça coûte 3 ou 4 fois plus cher qu'un ticket au plein tarif. Il faut aussi expliquer que la plupart des abonnements pour les salariés sont remboursés à moitié par l'employeur. Donc il y a beaucoup de formules qui rendent le transport public pas cher. La balle est dans notre camp pour faire beaucoup de pédagogie et l'expliquer aux Français. Alors François Calfon, vous le connaissiez, Jean-Pierre Farandou? Il se trouve que je le connais très bien puisque quand j'étais président de la commission des transports à la région Île-de-France, il s'occupait de ce qu'on appelle Transilien, c'est-à-dire en fait un déplacement sur deux. Bon, ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai cheminot. Hein, et de quoi a besoin l'entreprise au fond? C'est de retrouver la confiance cheminote parce qu'elle a été complètement émoussée avec une SNCF d'en haut. Très sympathique, y compris qui est symbolisé par le tout TGV à des prix astronomiques, et la SNCF du quotidien, c'est-à-dire des transports du quotidien. Or, Farandou est un homme des transports du quotidien. La deuxième chose qui siera, il se trouve que j'ai de la sympathie pour lui, donc je le dis, qui siera sans doute à Agnès Verdier-Molinier, c'est que c'est un homme qui s'est finalement frotté à la concurrence internationale en gérant Keolis, qui est une entreprise à la fois de la SNCF et à la fois volontairement, ils ont créé pour l'export, une entreprise avec des capitaux étrangers, c'est un fonds de pension canadien et d'autres, et donc ils ont à référer à leurs actionnaires et pas simplement à l'État, avec de réels succès à l'export. Donc à la fois du respect cheminot et une capacité à discuter avec les organisations syndicales, de recréer de la confiance comme à l'époque de Louis Gallois, et à la fois une volonté de faire bouger l'entreprise. Très bon choix, très bon casting à vous. En tout cas, je pense que les cheminots, modestement, pour en connaître un certain nombre, Emmanuel Macron a fait le bon choix. Se sentiront plutôt respectés. Il avait failli, Jean-Pierre Farandou, lors d'une crise avec le précédent gouvernement, être nommé, puisque finalement Guillaume Pépi avait remis sa démission au gouvernement Valls, et pensant qu'on lui dirait restez, on lui avait dit si vous partez, ce sera Monsieur Farandou. Donc finalement, il y a une continuité du choix de cet homme qui, je vous dis, incarne à la fois la tradition cheminote et à la fois une SNCF plus moderne, plus conquérante sur des marchés à l'export. Agnès Verdier-Molinier, il faut dire qu'il y a de gros dossiers qui l'attendent. Oui, mais c'est vrai que je trouve ça bien qu'il ait un profil, ce profil Keolis, qui soit allé se frotter à la concurrence internationale, dans une entité qui est une filiale de la SNCF, mais qui est à capitaux privés. Et donc, c'est ça qui va devoir faire amener comme expérience à l'intérieur, à l'intérieur de la SNCF, parce qu'il y a beaucoup de défis. La concurrence qui arrive dans les régions. Il y a plusieurs régions qui ont d'ores et déjà dit qu'elles allaient mettre en place la concurrence sur leur territoire au niveau des TER. Donc, on y va. Il y a la question aussi, bien sûr, de la négociation sur les retraites, qui va être un sujet très important, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de 3 milliards de subventions d'équilibre versées par l'État, parce que chaque année, c'est énorme, rien que pour le régime de la SNCF. Donc là, c'est un gros sujet, c'est un des régimes spéciaux qui coûte le plus cher aux contribuables si on réfléchit par retraité. Il y a donc aussi toute la question des nouvelles embauches qui ne se feront plus sous statut, qui maintenant... Il y a la réforme de 2018. sont des embauches contractuelles. Et donc, on est dans un dossier en perpétuelle évolution. J'ajoute un élément, parce que je suis d'accord avec cela. L'élément, c'est la régénération du réseau. C'est-à-dire qu'il y a une dette abyssale de SNCF qui enfin a été reprise par l'État. Mais si on veut la transition écologique, au lieu de mettre du vert partout et de faire des grands discours en anglais, suivez mon regard, il faut régénérer ce réseau en ayant la confiance finalement des cheminots, sans quoi vous pouvez toujours mettre les plus beaux trains du monde. Il y a parfois des endroits où le réseau a 60, 70 ans, et c'est 3 milliards d'euros chaque année pour la régénération du réseau, sans laquelle il n'y aura pas de transition écologique. Et Jean-Pierre Farandou, il y a la question du fret ferroviaire aussi, qui est un sujet important. Attention,
attention que ce ne soit pas la personne qui empêchera la mise en concurrence dans les territoires. Donc c'est lui qui doit accompagner et pas freiner, parce que la SNCF parfois a envie de freiner aussi la mise en place de la concurrence. Donc ça peut être un sujet sur lequel il faudra surveiller. On l'a compris, Jean-Pierre Farandou a de lourds défis devant lui. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier match des idées de la saison. Il y en aura d'autres. Bonne soirée.